Merci. Merci Marie-Pierre. Bon, alors et tout d'abord, merci à Florence, donc qui de la compagnie Santali, donc qui a démarré avec un chant, nous invitant à penser notre petit pays aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble. Alors bonjour à tous. Bonjour. Et c'est un plaisir de vous retrouver. Voilà. Donc vraiment merci d'être présent avec nous. Donc merci à la médiathèque qui nous accueille, à la section Autrement lu plus particulièrement, à Marie-Pierre d'Amour qui montre toujours une grande bienveillance pour nous, à Marie-Lourde, donc au comité Valentin A8, ici représenté par Richard Muller, et puis au SAMSA qui vous a accompagné. Un grand merci à Daniel Lorette, donc l'auteur de Cala, mon amour, et qui nous fait aujourd'hui l'amitié d'être présent avec nous. Mes remerciements également donc à mes accompagnateurs pour l'intervention, donc Florence, Obob et Aurler. Ensuite, à la lecture, Marc, que vous connaissez depuis de nombreuses années, Guylaine Lorette, Grondin et Daniel, qui lira également. Alors, tout d'abord, quelques mots pour présenter Daniel. Daniel Lorette a été professeur à l'IUFM, Institut de formation des maîtres à Saint-Denis. Et à ce titre, il a écrit un certain nombre d'articles sur l'école et l'usage du créole et du français. Il est également romancier et conteur. Donc son œuvre est déjà une œuvre constituée de plusieurs textes, dont certains inspirés par sa vie en partie, tel Monsieur Oscar, paru dès les années 2004, ou bien Les Nouvelles de la Chaloupe. D'autres œuvres sont davantage inspirées par des problèmes de société touchant la Réunion et le monde. Ainsi, Féminitude, ou bien Se donner un genre, texte paru assez récemment, ou plus anciennement, Freedom, Raideur, ou bien Couillonnade, que j'ai eu l'occasion de vous présenter ici à la médiathèque. Alors, aujourd'hui, je vais céder la parole à Daniel pour vous présenter très rapidement Cala, mon amour, et vous parler de sa genèse. Daniel. Je vais quand même prendre le temps de remercier Marie-Claude David Fontaine pour cette initiative de rencontre, la médiathèque bien sûr, Marie-Pierre d'Amour qui nous accueille, Guylaine, Florence, Marc qui donne corps et voix, qui vont donner corps et voix à ce texte par leur lecture ou leur contribution musicale. Je voudrais aussi faire un petit clin d'œil à l'illustratrice Florence Vitry, donc, qui est l'auteur de ce tableau qui a été utilisé en couverture de ce roman, donc, enfin ce conte, Cala, mon amour. Voilà. Alors, elle anime un atelier à l'Étang Salé et je suis particulièrement sensible à la beauté de ses portraits noirs. Et c'est pour ça que j'ai parlé du soleil noir de la Cafritude, qui semble inspirer une bonne partie de son œuvre. Voilà. Donc, merci également à vous, qui êtes là aujourd'hui et qui me fait donc l'honneur de votre présence attentive. Voilà. Donc, Marie-Claude me demande de dire 2 mots pour présenter la jeunesse de Cala. J'ai envie de vous dire d'abord, est-ce qu'on sait pourquoi on écrit? Est-ce qu'on sait vraiment pourquoi on écrit et ce qu'on met dans les textes qu'on écrit? Point d'interrogation. Certains parlent d'inspiration, d'autres parlent de la part de Dieu, d'autres parlent de l'inconscient qui est là et qui nous guette et qui met dedans des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais qui sont présentes et qu'on découvre. L'écriture est souvent ce point aveugle qui nous échappe en partie et qui se révèle, un peu comme le négatif qui se révèle dans l'opération de transformation de la photo. Et voilà, on se trouve en face d'un texte qui peut nous surprendre. Donc, l'auteur ne sait pas tout, l'auteur n'est pas omniscient. Donc, qu'est-ce que j'ai voulu y mettre? Alors, évidemment, dans l'après-coup, on peut toujours essayer d'y comprendre. Ce que je peux vous dire rapidement, c'est que ça a commencé à trotter dans ma tête en 98, à l'occasion d'une exposition qui avait eu lieu au musée de Villèle, qui s'intitulait « Regards croisés sur l'esclavage ». Et dans cette exposition, il y avait des tableaux tableaux de chasseurs de noirs.
on avait répertorié à travers les actes juridiques, les rapports de capture notamment, le nom de ces personnes qui étaient volontaires. Enfin, c'était un service civique à l'époque. On vous dit qu'il y a une bande de marrons qui vient piller vos biens, qui vient tuer la femme et l'enfant. Alors évidemment, je suppose que les jeunes hommes citoyens, et peut-être dans un souci de citoyenneté, étaient volontaires pour aller dans ces bandes-là, à la chasse des marrons. Alors, ma surprise a été de trouver un Lorette dans la bande. Bon, j'ai trouvé aussi, rassurez-vous, des paillettes, des Waro. En fait, nous y sommes tous. J'ai l'impression que tous les patronymes réunis sont des choses qui ne se disent pas. Les premiers habitants. Voilà. Et je me suis posé la question tout de suite, que faire de ça? Que faire de cela? Bon, ça ne m'a pas surpris complètement, mais c'est toujours un peu une émotion. Donc le texte, voilà, et ben le texte a abouti notamment à Cala. On pourra peut-être plus précisément tout à l'heure affiner cette réponse. Voilà ce que je peux dire de la genèse de ce texte. Dites-moi, excusez-moi, qu'est-ce qu'on appelle les marrons ici? Ben, les marrons, c'était des esclaves qui fuyaient cette horrible maltraitance des maîtres en se réfugiant dans les montagnes par souci de dignité, par désir de liberté, simplement parce qu'ils se sentaient écrasés par le système. En fait, c'est des esclaves qui ont fui. Voilà, ce sont des esclaves qui ont fui. Et c'était pas simple, parce qu'il fallait accepter des conditions de vie absolument terribles. C'est pas la même époque aussi. Ah non. Bon, tu en as terminé? Oui, enfin, ce que je peux dire pour l'instant sur le... D'accord. Bon, eh bien, merci à Daniel. Alors, maintenant que vous êtes entré dans la création de Cala, donc dans l'époque des marrons déjà, vous avez compris que nous allons vous raconter une histoire qui se passe à l'époque de l'esclavage. Alors, pour entrer dans l'histoire de Cala, nous allons procéder de la manière suivante. Tout d'abord, nous nous intéresserons au contexte historique, puis aux personnages, puis nous verrons bien l'histoire de Cala et Ismène, sa bien-aimée, et enfin nous terminerons par une partie réflexion. Et comme d'habitude, pour cela, je ferai quelques commentaires. Nous lirons un certain nombre de textes extraits du livre lui-même. De temps en temps, je donnerai la parole à Daniel pour quelques précisions, et à la fin de l'intervention, il nous parlera, il nous fera réfléchir plus longuement sur Cala, mon amour. Alors, est-ce que ça vous convient? Ok. On peut continuer? Oui, oui. Voilà, bon. Alors, pour démarrer donc, le contexte socio-historique. Alors, si je commence par le contexte historique, c'est parce qu'il est le berceau, ou plutôt le mauvais berceau de cette histoire. Une histoire qui se passe à l'époque de l'esclavage, époque terrible que j'ai eu l'occasion de vous présenter déjà à travers quelques œuvres, telles celles de Waxeller, de Monique Agénor ou de Monique Séverin, ici présente, et dont on avait parlé, dont on avait présenté La Bâtarde du Rhin. Cependant, quelques précisions s'imposent sur l'approche de Daniel en ce qui concerne l'esclavage. Son texte est très court, mais sans didactisme, sans pesanteur, sans phare également. Il nous présente avec beaucoup de sensibilité et de temps en temps brutalité cette période de l'esclavage, ainsi que nous le verrons dans ce passage où nous donnons la parole au conteur. Daniel. Alors, c'est un premier passage qui évoque donc la condition des esclaves. Malheureuse condition. Les mots sont bien faibles, madame, monsieur, la société, pour dire le martyre qu'auront subi dans notre île des milliers d'hommes et de femmes. Je parle de la folie meurtrière des maîtres, des simulacres de justice, de la barbarie des exécutions, du sel et du piment sur les chairs labourées par le fouet. Je parle des membres brisés par le rotin, des oreilles, des mains
et des jarrets coupés, des chaînes, des fers à branches, des 4 piquets, de la puanteur des cachots. Je parle du bloc qui vous emprisonne les pieds ou le cou dans un madrier percé de trous circulaires de 10 cm de rayon. Je parle de viol, de bûcher. Et, si ce catalogue de tortures vous paraît excessif, je vous renvoie aux archives judiciaires. Nos historiens les ont dépouillés et publiés. Vous comprendrez alors, madame, monsieur, la société, l'appel des cirques, le fol espoir d'une pirogue sur l'océan, la pendaison au bout d'un lacet de choca ou le grand saut sans élastique dans l'abîme. Malheureuse condition en effet. Il n'y a rien à dire de plus. Et cette condition nous est montrée dans d'autres pages du texte, pages qui sont parfois empruntées aux archives et aux historiens, lesquels nous ont éclairés sur l'infamie de l'esclavage, qui depuis a été reconnu comme crime contre l'humanité, en particulier avec la loi Taubira, qui date de 2001. Alors, mais le texte de Daniel oriente plus précisément, en ce qui concerne l'esclavage, sur la condition de la femme esclave. Notre héroïne étant Kala, une esclave. Nous rencontrons également d'autres femmes, telles que Néni, sa mère, ou bien Nénène Idoli. Également d'autres petites figures, telles Vitaline, 14 ans, Adéline, 15 ans, qui ont été désirées, violées, qui ont subi les sévices, les violences, la perversion de leur maître, comme en attestent les archives. Sur ce point, le texte renvoie donc bien à une réalité socio-historique attestée. Et je vous rappelle qu'une femme, c'est un ventre qui peut être désiré et un ventre fécond. Et le ventre de la femme esclave, c'est également un ventre qui peut être fécond et qui peut être un vrai trésor monnayable pour le maître, dans la mesure où il peut faire des petits esclaves sans qu'on ait besoin de payer. Et c'est également, la femme esclave est un vrai trésor aussi pour les marrons, qui ont besoin de ces femmes pour l'implantation de leur camp marron. Donc cela est bien dit dans le texte. Passons maintenant aux personnages du texte. Alors vous savez déjà que les 2 personnages principaux sont Ismène, la maîtresse blanche, et Kala, son esclave bien-aimée. D'où une situation bien complexe à l'époque de l'esclavage, mais Daniel Lorette adore les situations complexes dans ses romans. Alors, faisons connaissance avec ces personnages, tels qu'ils sont présentés aux pages 7, 8, 9 de livre. Voilà Ismène, son père et sa mère. Madame, monsieur, la société, nous sommes à nous seuls bien des personnages. Et ceux dont je vais vous parler aujourd'hui auraient pu être vous et moi. Ils auraient pu habiter votre corps. Madame, vous ne vous appelez pas Ismène, mais le cœur de cette jeune femme aurait pu battre dans votre poitrine. Imaginez la pâleur d'une peau blanche, comme la vôtre, le même port de tête, la même chute de cheveux châtains sur les épaules, la même lumière dans les yeux. Son seul défaut, un esprit trop faible pour être capable de regarder le malheur en face. Ismène a les traits de son père, Monsieur K, qu'elle appelle gros-père, moins en raison de son embonpoint que d'une marotte familiale. Gros-père est un homme rude, qui ne supporte pas de se voir tel qu'il est. Ne vous avisez pas de lui montrer son reflet dans une glace, il briserait votre miroir. Gros-père est un gros blanc, gros cœur. Il est ombrageux et prend la colère facilement. Il s'emporte pour un oui ou pour un non, ce qui ne manque pas d'être une cause de tracas pour sa fille. De sa mère, Ismène aurait hérité d'une sensibilité que son récit, vous l'entendrez sans tarder, ne manquera pas de révéler. Madame K est une femme au teint pâle,
Ses bras trop blancs rougissent au soleil sous sa capeline à large bord. Madame K est abonnée au sermon de l'abbé et sa dévotion lui fait endurer un mari qui n'était pas fait pour elle. Vous devez aussi savoir que Madame K a peur des monstres marins qui hantent les histoires qu'elle raconte à sa fille. Voici maintenant le portrait de Cala. Dernière, et non des moindres, il me reste à vous parler de Cala. Dans la famille K, je demande la négresse d'habitation. Cala, elle aussi, est parmi nous aujourd'hui, et le restera pour toujours. Elle est jeune, éternellement jeune. De fines tresses allongent son visage. Elle a votre beauté, mademoiselle, même si la sienne aura vite fait de subir les meurtrissures de sa condition. Cala est une esclave. Sa peau, comme la vôtre, brille d'un noir intense. Elle a été cueillie au saut du lit, le lit de la vie, sur une côte malgache. Elle était peut-être princesse dans son pays, un pays qu'elle a quitté trop tôt, au sein d'une mère traquée par ses ravisseurs. Imaginez-la, quelques années plus tard, en pleine sève, aimante, tragique et belle dans son refus de la souillure ultime. Bref, vous avez là des portraits qui sont bâtis en opposition. D'un côté, le monde des blancs, gros blancs, grands blancs, avec un père rude, une mère effacée, une jeune fille fragile et sensible. De l'autre côté, le monde des noirs, des esclaves, des hommes exploités, des hommes abîmés par leurs conditions serviles, arrachés à leur terre natale, comme Cala, donc arrachés à la patrie, la famille, la langue, la culture, la religion, bref, tout ce qui faisait leur monde pour être jetés dans l'enfer des plantations à Bourbon. Pour cette présentation des personnages, il convient de rappeler que Daniel Lorette s'est inspiré de l'écrivain français Anouilh, écrivain du XXe siècle, et de l'auteur tragique grec Sophocle de l'Antiquité. Alors, d'où une présentation de Cala sous le signe du malheur et du tragique. Dès les premières pages, il est écrit « Elle est belle et tragique ». Le tragique, c'est ce qui mène à la mort. Donc, notre texte est un texte dans lequel nous entendrons le malheur de Cala et d'Ismène. Pour en savoir plus sur les personnages, je laisse la parole à Daniel s'il veut nous préciser quelques points. Alors, les personnages... Ce que je peux dire des personnages, bon, Cala, bon, on en a parlé. Cette opposition entre les deux mondes, d'une façon un peu binaire, le noir et le blanc, tu en as dit là quelques mots. Les autres personnages, Alexis, le mot m'est venu à cause de, enfin, le nom m'est venu à cause de cette citation qui concerne le premier texte en créole. Je l'ai mis, je crois, au début du texte. Voilà. Moi, la partie marron, parce qu'Alexis, l'homme de jardin, l'était qui fait à moi trop l'amour. D'après ce que j'ai lu, ce serait la première attestation du créole écrit. Et c'est quand même incroyable que cette première attestation réfère à une forme de harcèlement. Même s'il faut préciser que faire l'amour à cette époque était aussi synonyme de faire la cour. Mais entre faire la cour et harceler, bon, il y a peut-être une différence qui n'est pas toujours difficile pas toujours facile à cerner. Bon. Donc le nom d'Alexis, pour moi, s'est imposé comme cela. Ensuite, ce que je peux dire quand même, c'est pourquoi j'ai appelé ce monsieur K, et non pas Kerouette, Kabidi, Kervegen, les K étant évidemment des noms d'origine bretonne, mais qui sont un peu emblématiques de cette violence esclavagiste. Alors, pour deux raisons. D'abord, je dirais que est-ce qu'il était
souhaitable de pointer du doigt une famille. Bon. Je pense que non. Je pense que c'est une façon d'en faire des boucs émissaires et de nous dédouaner collectivement de la responsabilité de cette barbarie coloniale. Bon, je crois pouvoir dire que les hommes ont consenti. Enfin, évidemment, il y a eu des révoltes, d'un côté comme de l'autre. Il s'agit bien de le dire aussi. Mais il y a eu quelque part des gens qui ont été dans cet abus de pouvoir horrible, et puis d'autres personnes qui ont aussi contribué. Vous savez que les Noirs participaient au détachement, notamment dans la chasse aux marrons. Donc, je revendique une responsabilité collective sans vouloir pointer du doigt une famille ou une autre. Nous avons tous trempé dans cette boue esclavagiste. La question, c'est de savoir ce qu'on en fait aujourd'hui. Voilà. Donc, pour M. K. Et d'autre part, ce que je dirais également, c'est que cette lettre K, c'est quand même pas rien à La Réunion. Bon. Vous savez, c'est la lettre qui était stigmatisée dans la graphie, le fameux KWZ. Les gens qui vous disaient le créole en K. Il y a même une personne d'ailleurs que je ne citerai pas, mais qui avait défrayé la chronique dans la presse autrefois en parlant du créole caca. Et quelqu'un, j'allais dire bien placé, dans la société réunionnaise. Bon, alors, et je me réfère d'ailleurs au recueil de Patrice Trottard qui s'intitule K, où l'édition d'ailleurs nous montre un cas qui est gravé en creux dans la publication et qui essaie de réhabiliter justement ce cas. Je parlerai de la lettre K pour qu'elle ne demeure jamais lettre morte. K, lettre matrice, K, lettre océan. Tous ces cas, je les revendique pour mieux convoquer notre identité plurielle. Bon, et il me plaît à penser que ici, Monsieur K, évidemment, c'est l'initiale de ce gros blanc, gros cœur, mais c'est aussi l'initiale de Kala. Donc c'est aussi une façon de les réunir dans ce texte et d'aller vers quelque chose d'une forme de résilience ou de réconciliation. Voilà pour les cas. Bon, eh bien, merci Daniel. Bon, je rajouterai simplement que le texte donne également à voir un personnage d'esclave, le jeune Lindor, amoureux de Kala. C'est tout. Bon, alors à part ça maintenant, que les personnages vous ont été présentés et que vous les connaissez un peu, eh bien, je vais pouvoir vous raconter leur histoire pour reprendre les mots de Daniel et pour parodier Anouilh dans son prologue. Alors, donc, place à cette histoire. Kala, mon amour, est un conte d'amour et de mort. Comme c'est écrit sur la 4e de couverture, et comme vous l'avez compris, aux mots que nous avons déjà employés, puisque nous avons parlé de tragique. Mais pouvait-il en être autrement à partir du moment où nous évoquons l'affection, la tendresse et l'amour entre une maîtresse esclave, une maîtresse et une jeune esclave? Alors, c'est un conte qui unit Ismène et Kala. Il a été fait à partir, soi-disant, de bribes de souvenirs écrits par Ismène après la disparition de sa bien-aimée Kala. Et le narrateur, auteur, conteur, Daniel Lorette, a soi-disant repris ces bribes, qu'il a arrangées à sa manière, donc il a organisé assez librement pour nous écrire l'histoire de Kala que nous avons entre les mains aujourd'hui. Alors, ce qui fait la particularité du style de Daniel dans cet ouvrage, c'est que les bribes de souvenirs nous sont présentées de manière juxtaposée et parfois de manière surprenante, ce qui fait que nous sommes nous-mêmes un peu surpris, choqués, étonnés, attendris par la manière dont ces souvenirs apparaissent les uns après les autres. Alors, moi, aujourd'hui, je vais me permettre de bousculer l'ordre de l'écrivain. Et je vais mettre de l'ordre, un grand ordre dans tout cela pour la clarté de notre propos. Donc, je vais donc vous présenter une histoire chronologique d'Ismène et de Kala. Alors, cette histoire commence par leur rencontre. Voici donc ce texte qui va vous être lu. Il y a des choses qu'on ne peut oublier, qui ne s'effacent qu'au dernier soupir.
C'était le jour de mon anniversaire, celui de mes 7 ans. Gros-père rentrait d'un bon mois d'absence et m'avait retrouvé le cœur triste, les joues baignées de larmes. Il racontait avec excitation l'arrivée clandestine d'une goélette se délestant de sa cargaison, la nuit, le long d'une côte sauvage. Il avait fait quelques emplettes et avait un cadeau pour moi, une surprise dont il gardait le mystère. Une compagnie, disait-il, capable de consoler mon chagrin. Un animal, assurément, un perroquet gris, un petit singe, oui, un ouistiti sans doute, comme celui qui était toujours perché sur la balustrade chez les cousins, celui qu'on appelait Jaco, et qui ne se faisait jamais prier pour venir nous manger dans la main et nous amuser de ses grimaces. J'avais tout faux. Gros-père s'était tourné vers le jardin, et c'est toi que j'ai vu arriver sur le perron, hissé à califourchon sur la hanche droite d'une jeune femme aux cheveux tellement courts qu'on l'aurait prise pour un garçon si les plis de son pagne ne laissaient deviner ses seins. C'était ta mère. Elle te déposa en pleurs au milieu de la varangue. Depuis votre naissance, nous avons le projet de vous faire un don, selon la coutume, d'une petite négresse, d'une petite compagne de jeu, qui deviendrait plus tard votre femme de chambre. L'occasion vient de se présenter. La voici. Elle est à vous, Ismène. Elle est arrivée hier matin. Vous la voyez affaiblie, mais elle n'est pas malade. Et la blessure qu'elle a au poignet n'est que la trace d'une chute dont elle guérira bientôt. C'était donc toi mon cadeau. Oui, madame, monsieur la société. Il était alors coutume de donner à ses enfants, pour les distraire, un négrillon qui, par ses pitreries, saurait s'acquitter d'un emploi d'amuseur. À défaut d'un animal de compagnie, Gros-père m'offrait une enfant à la mamelle, une poupée noire, une poupée cassée, avec une plaie au poignet gauche, une poupée de chair qui marchait et qui parlait. Se doutait-il seulement de la place que tu allais prendre dans ma vie? Gros-père m'offrait une esclave qui allait devenir ma sœur, celle que ma mère n'avait pu me donner rapport à une mauvaise suite de couches, une fièvre qui avait failli l'emporter à ma naissance et dont elle se plaignait régulièrement dans des accès de tristesse, où elle languissait de son exil sur cette terre de bout du monde, loin d'Albertine, loin des siens, restés en France. J'étais sans voix. Je m'étais promis de n'avoir jamais d'esclave, mais Gros-père insistait. Je vous la donne, Ismène. Elle vous appartient. Elle vous appellera maîtresse. Je vous en crois digne. Dès qu'elle en aura l'âge et la force, elle sera attachée à votre service. Elle n'a pas levé sur cette terre, mais elle ne la quittera plus. Ma mère ajouta son grain de sel. Gros-père vous donne une petite fille à aimer et à gâter. Vous avez un cœur sensible, Ismène. Vous pourrez un jour lui rendre sa liberté, si vous le désirez. Voilà un texte touchant, subtil et fort pour dire la condition de l'esclave qui est ici assimilée à une chose, un jouet, un petit animal. Mais en même temps, le texte laisse percevoir une autre possibilité d'humanité entre Ismène et Kala, qui se rencontrent alors qu'elles ont respectivement 7 ans pour Ismène et 4 pour Kala. Et le texte va développer le récit de leur tendresse, de leur amour, dès les premiers instants. D'ailleurs, dès cette première rencontre, elles sont en confiance l'une et l'autre. Je cite. Aujourd'hui, son anniversaire, Ismène, son anniversaire, Ismène, quelle qualité, cadeau dans la nature. Aujourd'hui, son anniversaire, Ismène, son anniversaire, Ismène, quelle qualité, cadeau dans la nature. Effectivement, cadeau de vie et poupée d'amour, dit le texte.
Leur première rencontre donc se passe remarquablement bien, tout à fait en confiance, et cela malgré sans doute la peur de cette petite fille noire qui voit des blancs pour la première fois, qui vient de débarquer du bateau négrier, d'où elle sort avec sa mère esclave qui est avec elle aujourd'hui, mère épouvantée par l'avenir, car y a-t-il un avenir pour une esclave? Puis le texte évoque la découverte du monde de la plantation par la petite fille, la tendresse et tout le soin qu'Ismène va prendre de Kala, qui vit dans la proximité de la maison des maîtres. Le texte évoque également bientôt l'effacement de la propre mère de Kala, car Néni va préférer se suicider plutôt que d'accepter sa condition servile. Quant aux relations qui se tissent entre Ismène et Kala, je laisse à Daniel le soin de vous en dire quelques mots. On dira que ce sont deux enfants qui grandissent ensemble. On peut parler de deux sœurs qui se consolent mutuellement de leur solitude. On peut parler de cette bulle d'affection et de tendresse qui les protège de la barbarie ambiante. Pour le reste, j'ai envie de laisser à cette relation leur intimité, son intimité, sa part d'ombre et de mystère. Lorsque, je crois que c'est Gaston de Montmarquet, dans son ouvrage Blanc et Noir, évoque de façon historique cette coutume de donner un esclave à l'enfant de la maison, comme un cadeau qui était évoqué à l'instant. L'auteur dit deux choses. Il dit, lorsqu'on offrait un petit garçon, le garçon grandissait, et quand il arrivait à l'âge de la puberté, il prenait des forces, on l'envoyait avec les autres dans les bandes d'esclaves, au travail, sur l'habitation, et ma foi, on ne le voyait plus. Bon. Lorsque c'était une fille, il pouvait se passer autre chose, à cause de l'intimité que vivaient les deux petites dans la maison, celle qu'on appelait la négresse d'habitation et l'enfant de la maîtresse. Bon, c'est vrai que je me suis engouffré dans cet espace-là, et j'allais dire, c'est au lecteur d'apprécier cette intimité à laquelle je laisse une part de mystère. Bon, je dois dire aussi que dans la même veine, Denis Kahn-Pavadé, qui est parmi nous ce soir, aujourd'hui, et qui nous fait l'honneur d'être là, a écrit un roman qui s'intitule L'État marin, où lui, il explore cette possibilité d'un rapprochement, d'une relation, et même d'une relation transgressive, entre l'enfant du maître et Grégoire et l'enfant du maître Samuel. Et donc, pour nous dire qu'il y a eu évidemment de la mixité, on le sait, le camp des Blancs et le camp des Noirs n'ont pas, dès le départ, ces frontières ont été fracturées, mais les amours ont été possibles. Et les amours, sans doute, entre les garçons et les filles, ou peut-être entre les filles, entre elles, ou les garçons, entre eux, c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent avec l'humanité que tu évoques, qui a existé à côté de cette barbarie. Voilà. Donc, il y a des auteurs qui ont voulu, comme moi, donner corps à cette possibilité d'amour qui a pu fleurir dans ce contexte de la barbarie esclavagiste. Voilà ce que je peux dire de cette relation. Bon. Alors, pour en revenir donc à Ismène et Kala, je dirais que donc la tendresse et l'amour ont été possibles au-delà du clivage racial. Donc, ce texte montre donc bien le triomphe de la loi du cœur dans une société pourtant vraiment, je dirais, opposant les uns aux autres. Ainsi, elles vont vivre une dizaine d'années heureuses qui mèneront Ismène et Kala au seuil de la puberté. Les voilà donc désirables pour les hommes. Les voilà donc sous le regard de Lindor, l'esclave, tombé amoureux de Kala, et de Alexis, le régisseur, blanc, lui aussi intéressé par Kala. Voilà donc des choses qui pourraient troubler l'équilibre du texte. Et voilà donc le temps des événements tragiques. Alors, le premier événement tragique est le rapt d'Ismène, qui était
couchée dans le godon, la petite remise dans laquelle dormait d'ordinaire Kala. Elle a été enlevée par des marrons qui l'ont emmenée dans les hauts, où elle a retrouvé Lindor, qui justement était amoureux d'elle et était devenu marron. Et elle a retrouvé également le vieux sage Kinola, qui a conseillé à la troupe de marrons de ramener immédiatement Ismène chez elle, parce que ce n'était pas Ismène que l'on voulait. Donc le texte est intéressant là-dessus, je dirais, pour la présentation du monde des marrons, puisque jusqu'à présent, nous étions restés dans la plantation et dans l'habitation. Ismène revient donc chez elle. Elle est escortée par Alexis, le régisseur, et la voilà qui retrouve sa maison et Kala. Nous écoutons le texte. Lorsqu'après le dernier contour, j'aperçus la maison, son toit terrasse où séchait le café, je ne pus retenir mes larmes. Tu m'attendais derrière le barreau, malgré la pluie qui commençait à fariner. Tu étais debout à côté de Mélanie Dolly. Tu lui serrais la main. Tu ne disais rien. Tu es resté de marbre. Mais j'ai bien vu dans tes yeux l'embellie d'un soulagement. Un soulagement en même temps qu'un pincement au cœur. Chez les Malgaches, les hommes défrichent, sarclent, labourent. Ils travaillent la terre. Mais ils ont besoin des femmes pour la féconder, pour répandre les semences. S'ils avaient relâché ta maîtresse, c'est qu'elle n'était pas la personne attendue. Leur descente avait une autre intention. Leur intrusion dans le godon où je me trouvais en ton absence avait un autre but. Ils étaient venus chercher une femme assurément pour l'emporter au royaume des marrons. Cette femme, ce n'était pas moi. C'était toi, Kala. Il fallait aussi compter avec Lindor. Ce garçon n'avait Dieu que pour toi. Tu l'imaginais impatient de dormir près de toi, de te serrer contre lui. Les raisons ne manquaient donc pas pour un nouveau rapt qui finirait par faire de toi une marronne. Tu le savais, tu t'y attendais. Tu te réveillais la nuit en sueur, en cherchant ma main que tu serrais nerveusement pour être sûr d'être revenu des visions qui hantaient ton sommeil. Les Noirs ne te pardonneraient jamais ta précipitation à signaler ma disparition. Ils reviendraient te chercher. Ils ne te lâcheraient plus. Et sur ce plan, le texte est intéressant à la fois sur le plan psychologique et dramatique. Vous avez bien vu que Ismène est une jeune femme qui a beaucoup de lucidité dans l'analyse de la situation et qu'en même temps, elle a bien compris que la femme recherchée, c'est bien Kala. Il n'y a pas d'autre issue. Kala va être enlevée. Donc, cela présente aussi un intérêt historique, parce qu'il est avéré que les marrons faisaient des descentes pour pouvoir rechercher des femmes. Donc, tout cela nous ramène à la violence systémique de l'esclavage. Donc, un système qui oppose noirs et blancs, noirs entre eux, selon leur choix, hommes et femmes, d'accord, qui se maltraitent, qui se bousculent, bon, qui en arrivent parfois à se violer. Donc, c'est vraiment un monde extrêmement difficile. À ce sujet, le texte laisse également entrevoir ces rapports d'hostilité, mais également des solidarités possibles entre les gens. Donc, selon ce qui peut relever du mystère pour nous, mais il y a toujours des barrières possibles, des passerelles possibles, entre les gens malgré les barrières. Voilà. Tout cela est possible parce que tout cela peut exister, coexister dans une société, parce que la société est complexe et qu'elle est elle-même métissée, comme le montre Daniel Lorette à la fin de son ouvrage. Donc, maintenant que vous avez compris qu'il y a eu le rapt d'Ismène et que ce n'était pas le bon, vous devinez sans peine que nous allons assister à la disparition de Kala. Elle arrive très vite. Donc, le régisseur Alexis nous dit, un beau jour, Kala est partie marron. Voire même, elle est partie marron avec la complicité des autres esclaves de l'habitation. D'où l'intervention d'Ismène auprès de son père à propos de cette affaire. Nous écoutons. Votre langage est insupportable, Ismène. De tels propos dans votre bouche sont indignes. Dieu merci, monsieur Gros-Père, vous devez vous retourner dans votre caveau de famille. Mais ces propos, nous pourrons les tenir haut et fort aujourd'hui. Kala doit revenir chez nous. Je vous en prie, pour l'amour de Dieu, Gros-Père,
faites quelque chose. Mais que voulez-vous donc que je fasse? Réunissez une compagnie. Vos hommes la retrouveront. Je les accompagnerai s'il faut. J'obtiendrai de Quinola qu'ils nous rendent Kala. Vous voilà prête à négocier avec les brigands qui vous ont enlevé? C'était une méprise. Les marrons ne sont pas si cruels que vous le dites. Les marrons ne sont pas les monstres sans foi ni loi que vous décrivez. S'ils vous prennent quelques outils, une marmite, une pioche ou une gratte, ils le font par nécessité. S'ils vous volent une volaille, des patates ou quelques maniocs ou des bananes, c'est pour ne pas mourir de faim. Et la poudre de fusil qu'ils ont volée chez H le mois dernier, c'était pour manger? J'étais à leur merci. Ils avaient les moyens de se venger des mauvais traitements qu'on leur fait subir. Rien ne les empêchait d'abuser de moi avant de me précipiter au fond d'un gouffre. Ils ont eu au contraire la générosité de me ramener saine et sauve à la maison. Kala doit rentrer. Vous devez prendre des dispositions pour la ramener à l'habitation. Je sais ce que je dois faire. Et ce n'est pas à vous, Ismène, qui me le dicterez. Je vais donner son signalement aux autres colons et déclarer sa perte pour cause de marronnage. Mais gros-père, je vous en supplie. Il n'a rien d'autre à faire, Ismène. Quand Kala sera fatigué de courir dans les bois, l'oreille tendue vers l'écho lointain d'une meute de chiens aux abois, lorsqu'elle sera lasse de ne pas manger à sa faim, nos hommes la retrouveront un matin, un langouti autour des reins, la peau sur les os, recroquevillée dans un buisson, le regard vide, sans un mot à la bouche, et ils la ramèneront au bercail. Elle s'en tirera alors à bon compte si elle ne subit que le fer rouge de la fleur de lys sur l'épaule. Le code prévoit que les marrons soient rendus à leurs propriétaires et châtiés en conséquence. Gros-père, je vous en supplie. Kala n'est pas partie marron. Elle a été enlevée. C'est ce qu'il vous plaît de croire. Vous me cassez la tête à la fin. Votre cœur frissonne pour une esclave que vous voudriez voir traitée comme une blanche. Reprenez-vous, Ismène. Kala n'est pas des nôtres. Ne déshonorez pas votre rang, votre sang par des sentiments déplacés. À chacun sa bande. Il vous faudra apprendre à tenir votre rang, à rester à votre place. Et les vaches seront bien gardées. Mais gros-père! Nous voilà à m'arracher de cette Kala, ma parole. Je n'aurais jamais dû accepter de vous attacher ses services. Vous finirez par la préférer à votre propre famille. Gros-père! Et après tout, que craignez-vous, ma chère Ismène? Kala est l'une des leurs. Ils lui garderont la vie sauve. J'ai cru comprendre que l'un d'or lui courait après. Alexis m'a rapporté que Kala n'avait opposé aucune résistance à ses ravisseurs. Peut-être est-elle impatiente de retrouver son gâté. Alors voilà un texte qui montre bien l'affrontement entre les deux personnages et les deux thèses en présence. Il montre bien deux regards sur l'esclavage et le marronnage. Il pose bien la question de l'humanité. Alors, pour les esclavagistes, l'esclave est un meuble, un bien meuble, un objet, un outil de travail. Et pour Ismène, on peut penser que l'esclave a des sentiments, l'esclave a des besoins, bref, il n'est pas le monstre que l'on dit. C'est la raison pour laquelle on peut même penser, d'après le plaidoyer d'Ismène, que l'esclave peut aimer et il peut donc être aimé de ce fait. Le texte oppose également, plus encore, le texte pose la question de la place et de l'engagement de l'individu dans sa société. On y retrouve d'ailleurs des accents de l'Antigone de Sophocle, avec le grand débat Antigone-Créon sur la liberté, sur la loi du cœur ou la loi des hommes. Mais l'affrontement aujourd'hui ne porte pas sur une question de sépulture. Il porte sur un problème de liberté de conscience dans une société régie par l'esclavage et le code noir. Se pose alors la grande question de la loyauté à son groupe, de la fidélité, de la traîtrise ou de l'entre-deux que l'on peut essayer. Pour Gros-Père, à chacun sa place. Pour Ismène, il est possible d'envisager des passerelles entre individus qui n'appartiennent pas au même monde. D'où l'insistance de sa prière à Gros-Père. Hélas,
Prière qui ne servira à rien. La loi du Père triomphe ici, c'est-à-dire la loi esclavagiste et patriarcale. Donc, après la disparition de Kala, que va-t-il se produire donc? Ismène va sombrer dans une sorte de déprime. Donc pour elle, elle va vivre dans le souvenir brûlant de l'absente qu'elle voit constamment autour d'elle. Elle passe son temps à se questionner sur que lui est-il arrivé, est-elle morte, encore vivante, est-elle dans les mains de l'un d'or désormais? Un beau jour lui arrivera-t-il d'avoir des petits-enfants, esclaves, marrons, et qui n'auront pas d'avenir non plus? Bref, elle en arrive à avoir des véritables visions cauchemardesques, voire même à délirer, à avoir des crises, à avoir des convulsions, et même l'esprit dérangé. Au point où Nénène Idoli, qui s'occupe d'elle, en vient à lui dire la vérité. Kala a été retrouvée morte, non loin de l'habitation. Alors, qu'est-ce qui se serait donc passé? Serait-elle revenue à l'habitation? Avait-elle eu envie de revenir vers Ismène? Qui a tué Kala? Alors, cette question, je la pose à Daniel. Me voilà converti en inspecteur de police. Ben, vous savez, à ce propos, bon, je reviendrai sur la question de la vérité tout à l'heure. On n'a pas de rapport de police en disant que Madame Untel, née tel jour, qui s'appelait Kala, fille de Monsieur Untel ou de Madame Untel, a été tuée par Untel. Bon, on sait qu'il y avait effectivement de nombreux suicides pour des esclaves qui ne supportaient pas leurs conditions, et les passages qui vous ont été lus permettent de comprendre amplement à quel point ils pouvaient se résoudre à cette extrémité. Et il y a évidemment eu des crimes et des brutalités qui étaient impunis. L'esclave était la propriété du maître, et évidemment on n'allait pas chercher à faire passer la justice quand il y avait des crimes ou des esclaves qui étaient tués ou précipités d'un gouffre. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est que ou suicide ou crime. Moi, j'ai préféré ici ne pas dédouaner, j'allais dire, la colonie de sa responsabilité, puisque s'il y avait crime, c'était déjà de faire vivre à ces gens-là dans cette condition ou dans ces conditions-là. C'était déjà criminel. J'allais dire, il suffisait d'un petit coup de pouce de plus pour les précipiter dans l'abîme, mais ils étaient déjà dans l'abîme. Donc pour moi, c'était une façon de bien attester de cette responsabilité coloniale du meurtre des esclaves. Et donc, comme cette figure de Kala devient une figure emblématique de la souffrance de ces centaines et de centaines de femmes qui ont connu cette barbarie, il m'a paru important ici de poser plus formellement donc le cadre d'un crime qui donc perpétré par Alexis. Les femmes étaient désirées, les femmes étaient violées, et évidemment, la moindre résistance pouvait amener à la violence suprême et au crime. Voilà, c'est le choix que j'ai pu faire pour ne pas dédouaner le système colonial de cette responsabilité. C'était trop facile de dire que les gens se jettent dans le vide. On les y a précipités. Très intéressant. Bon, donc à la suite de ça, Ismène va tomber presque dans un état de folie, au point où Gros-Père décide de l'envoyer en France. Ismène part donc, elle quitte la Réunion, Bourbon, pardon. Elle quitte cette île à peur. Nous écoutons. Alors, monsieur, madame, la société, Ismène avait-elle tort de fuir un pays où les habitants ont peur des vivants et des morts? Une peur qui coupe des trois côtés, comme le Vacois. La peur de l'esclave, qui redoute le maître et ses châtiments. Celle du maître, qui vit dans l'obsession permanente d'une révolte ou d'une vengeance. La hantise d'un pillage, d'un incendie ou d'un empoisonnement. Celle du noir,
qui se méfie du faux frère, prêt à le trahir, à lancer le détachement sur la piste de son marronnage. Le moment était venu pour elle de larguer cette île à peur, d'abandonner cette habitation où le silence enveloppait toute chose. Donc, Ismène part. Elle largue les amarres. D'ailleurs, lui était-il possible de vivre dans cette île, d'autant plus que Kala était morte? Sans doute pas. Bref, le destin d'Ismène se révèle tragique tout autant que le destin de Kala. Elles sont solidairement tragiques. Elle part donc en voyage. Pendant le voyage, sa mère meurt. Quand elle arrive en France, elle est recueillie par sa tante, mais elle a l'esprit tellement dérangé que sa tante finit par la mettre au couvent des réparatrices. Elle est vraiment dérangée, sans doute, parce qu'elle croit qu'elle s'appelle Kala. Elle prétend qu'elle est noire et non pas blanche. Vous imaginez donc la surprise des uns et des autres. Au couvent des réparatrices, elle fait la connaissance d'une jeune fille gentille avec laquelle elle va s'entendre fort bien, Marie-Lourde. Occasion pour moi de remercier Marie-Lourde parce que je l'avais oubliée tout à l'heure. Voilà. Bon, donc elle fait la connaissance de Marie-Lourde et Marie-Lourde lui conseille, puisqu'elle fait des confidences à Marie-Lourde, Marie-Lourde lui conseille d'écrire, de raconter sa vie et de raconter son amour pour Kala. Ce qu'elle va faire, donc voici une conversation entre Marie-Lourde et Kala. Et si tu écrivais toi aussi, me lança-t-elle un jour? Écrire quoi? Ce qui te vient, ce que tu as dans la tête, sur le cœur, ce que tu me racontes à longueur de journée. Et pour qui veux-tu que j'écrive? Mais pour Kala. Marie m'encouragea à t'écrire, comme je te parle parfois, à voix haute, en te prenant témoin pour te dire combien la vie est cruelle de nous avoir séparés, pour te crier que tu me manques, que je ne t'oublie pas, pour te raconter le vide de mes journées, depuis que tu es allé apporter leur maigre pitance à une bande d'esclaves. Écrire, c'est parler à l'oreille de quelqu'un, dire des choses, rien que pour lui. C'est si bon d'écrire, Ismène, de sortir de nous ce qui fait mal, de le déposer comme une fleur entre les pages d'un gros cahier. Le cœur n'est pas un magasin. Mais, Marie, Kala ne sait pas lire. Elle n'a jamais appris. Gros-père refusait que ma mère lui fasse l'école en même temps que moi. Ismène, il y a des milliers de ciels dans le ciel. Il y a dans le monde des Kalas en Punjak. Tu vois que je n'oublie pas les mots que tu m'apprends. Et les écrits restent. Ils ont le pouvoir de nous survivre encore un peu. Il se trouvera bien, en terre créole, une Kale, Kala ou Kaïla pour louer ton courage et s'émouvoir de tes dépositions. Tu n'as pas pu obtenir sa liberté, mais il est encore temps de faire causer le papier pour affranchir sa mémoire. Donc, après la mort de Marie-Lourde, Ismène va se mettre effectivement à écrire. Et c'est grâce à ce journal qu'elle pourra se retourner sur sa vie, sur son histoire avec Kala et sur l'histoire de la Réunion elle-même. Elle comprendra alors que Bourbon s'était accommodé de la pratique de l'esclavage. Elle comprendra que son amour dérangeait parce qu'il était subversif, transgressif dans cette société coloniale esclavagiste et que la seule personne qui pouvait l'écouter, c'était bien Marie-Lourde. Voilà donc désormais Ismène au couvent, toute seule après la mort de tous les êtres chers. Il y a eu Kala, il y a eu sa mère, Marie-Lourde et son père désormais. Son père restait à La Réunion, à Bourbon. L'histoire est donc tragique, tout autant pour Kala que pour Ismène. Il fait pitié, c'est triste, dirons-nous, mais en même temps, cette histoire nous laisse, je crois, une leçon qui est une leçon pour nous attendrissante et réconfortante, à savoir que il y a un beau champ de tendresse et d'amour dans, je dirais, cette liaison, cette rencontre entre Kala et Ismène. Il y a quelque chose de très réconfortant et qui se place au-delà des couleurs de peau et des castes et des origines qui sont les nôtres. Alors, Ismène apparaît donc comme une héroïne tragique et voici un bref extrait de son amour pour Kala. Nous écoutons. C'est ici,
au couvent des réparatrices que je finirai mes jours. Avec toi, Kala. Je n'ai plus peur de vieillir, ni de mourir. Lorsque la lune inonde la plaine, on ne voit pas que mes cheveux ont blanchi. La tristesse m'envahit dès le matin au réveil, mais j'aime cette tristesse, puisqu'elle me rappelle le bonheur que nous avons vécu ensemble. Je la cultive comme un beau jardin. J'ai appris à voir au-delà du temps. J'ai appris à faire avec le subtil. Ta présence transforme mes joies en bonheur. Tu ne m'as jamais abandonné, Kala. Alexis t'a tué, mais tu n'es pas morte. Ta présence, je la sens, muette, attentive, disponible. Tu es mon ombre. Tu cours dans mes veines. Tu es sur mes lèvres. Kala, mon amour, je suis rempli du manque de toi. Et nous revoilà au titre même du texte et au bout de cette histoire. Bon, j'espère que vous voyez un petit peu plus clair maintenant la situation sur les personnages. Bon. Ouais, mais le gros-père, au début, il était méchant. Hein. Ah. Bon. Alors, là, justement. Alors. Ouais, vraiment d'accord. Hein. Pas d'accord. Hein. Pas d'accord. Le Kala était... Voilà, mais... Bon, alors, comme nous voyons un petit peu plus clair maintenant, nous aussi, nous pouvons nous retourner et réfléchir sur cette histoire. Bon, et sur ce point, je laisse la parole à Daniel. Je m'y retrouve dans mes pages. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire, ce que j'ai envie de vous dire hein, au terme de ce travail, c'est que il faut bien sûr faire le lien entre Kala et celle qui est devenue célèbre et qui est notre grand-mère à tous, grand-mère Cal. Puisque pour moi, mon intention, en revenant sur l'histoire de Kala, en la retrempant dans ce contexte historique de l'esclavage, était d'essayer de tordre le cou à cette Kala Halloween qui est en train de gagner le monde réunionnais. Bon, on parle de grand-mère Cal, on parle on va la fêter au 31 octobre en même temps qu'Halloween, et on finit par faire que cette légende, cette histoire soit complètement galvaudée et qu'elle perde toutes ses attaches avec le contexte historique. Donc j'ai voulu revenir à cette histoire-là. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas seul à vouloir redonner à Kala une autre signification. Hein. Bon, Monique Mérabé, qui nous a rejoint ici, le fait aussi. Hein. M'y veut plus, moi, c'est grand-mère Cal, un catacrèse, maman, il a peur. Hein. M'y veut plus, moi, c'est grand-mère Cal, un femme sans l'amour. Hein. Donc, elle aussi, elle revendique une conversion du stigmate, hein, et que cette figure ne subisse pas la double peine. Elle a été martyrisée dans le contexte de l'esclavage, et il ne faut pas qu'elle soit martyrisée dans la mémoire. Hein. Donc qu'on rende compte j'allais dire qu'on fasse honneur à Kala et qu'on reconnaisse hein, cette souffrance. On a parlé de reconnaissance de crimes contre l'humanité. J'allais dire le personnage de Kala doit faire partie aussi de cette conversion et de cette reconnaissance. Voilà. Ce que je voudrais vous dire maintenant aussi, c'est cette question de la vérité. Bon. À chaque fois D'ailleurs, la question m'avait été posée quand j'étais venu ici même présenter Couillonnade. Bon, est-ce que cette histoire est vraie? Alors, je me suis plongé dans les quelques archives historiques que j'ai pu trouver. Et notamment, je suis tombé là-dessus. En novembre 1737, Élisabeth Gouzeronne, épouse Fédot Duménil, introduit auprès du Conseil supérieur une requête visant à faire assigner Auguste Panon pour lui faire payer la valeur de Cal, son esclave malgache, tué par des Noirs marrons
conduit à faire une descente sur son habitation de la rivière Saint-Étienne. Donc, quand Marguerite Hélène Mahé évoque ce rapt de Cala, Cal et la légende de grand-mère Cal, elle a été bien écrite par donc Marguerite Hélène Mahé dans son roman Eudora. Quand elle évoque ce rapt, bon, elle a pu avoir sous la main des références historiques comme celle-ci. Bon, il y a eu cette esclave et il y a eu ce rapt. Et sans doute cette mort violente d'une Cala précipitée au fond d'un gouffre. Alors, quand on me pose la vérité, est-ce que Cala existait ? Bon, il est facile de répondre que bon, le conteur a toujours raison. Hein. Le conte est un mensonge qui dit la vérité. Mais alors, je poserai les choses autrement et je dirais, est-ce qu'il y a eu l'esclavage à La Réunion, autrefois appelé Bourbon ? La réponse est oui. Est-ce que des femmes, des jeunes filles, des enfants ont été arrachés de Madagascar ? La réponse est oui. Est-ce que Cala est un nom d'esclave d'origine malgache ? La réponse est oui. Est-ce que les Marans ont enlevé des femmes à l'occasion de descentes sur l'habitation ? Je viens de donner une attestation historique. La réponse est oui. Est-ce que cette coutume d'offrir à l'enfant du maître un petit esclave a existé ? La réponse est oui. Est-ce que les amours ont franchi la ligne de partage pigmentaire ? La réponse est oui. Bon. Chez les filles, entre filles et garçons, entre filles et filles, et comme le précise donc Denis Kahn-Pavadé, aussi entre garçons. Bon. Enfin, est-ce que la culpabilité était l'œil du système esclavagiste ? Je prétends que la réponse est oui. Et c'était un œil qui regardait tout le monde, pas seulement les blancs, mais aussi les noirs. Alors, j'ai envie de dire que, pour le moins, mon texte est cousu de vérité historique. Et si ce conte n'est pas vrai, il est au moins vraisemblable. Et l'histoire de Cala, c'est une histoire qui est exemplaire de ce qui a été vécu par des centaines de femmes pendant les 183 ans d'esclavage à Bourbon. Voilà. Donc j'ai voulu de faire de Cala un personnage, une figure emblématique de la souffrance vécue par les femmes esclaves, de l'impasse à laquelle réduisait le système esclavagiste. Une impasse dans laquelle il n'y a pas de place pour l'amour, pour le respect, pour une relation saine. La culpabilité de tous ceux, blancs comme noirs, qui ont consenti à cette barbarie. Le mot consentement, aujourd'hui, est un mot qui résonne très fort et qu'on interroge. Qu'est-ce que consentir ? Bon. Et c'est un texte aussi qui veut dire la mauvaise conscience, qui veut dénoncer cette mauvaise conscience, qui continue à hanter l'imaginaire réunionnais sous la forme d'une vieille femme habillée de noir et qui sèmerait la terreur et la mort. Parce que pour moi, cette grand-mère Cal, cette figure de grand-mère Cal telle qu'on nous a léguée, est simplement le symbole de cette mauvaise conscience. Alors, donc, je voudrais dire en conclusion que, si vous voulez, ce texte, on parlait de nuances tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut retenir de Cala, ou qu'est-ce que j'ai appris dans ce cheminement à travers des textes d'historiens, d'autres romans. Vous savez, les textes se font écho les uns les autres. Hein. On a inventé même un mot qui s'appelle l'intertextualité pour en rendre compte. Hein. Alors, d'abord, j'ai envie de dire, si ce texte vous donne envie d'aller découvrir d'autres romanciers ou nos historiens, c'est déjà gagné. J'ai envie de dire que j'ai découvert l'importance de la complexité de la nuance. Seule la nuance permet d'appréhender la complexité de l'arc-en-ciel réunionnais. Nous ne sommes pas, à La Réunion, un monde en noir et blanc. Ça me paraît important de dépasser le clivage et de redonner de la couleur à notre histoire. Bon, le terme de bâtardité qui a été maintenant, qui est très connu et qui est celui d'Anna Diavaro, dit bien cela. L'amour était plus fort que les barrières raciales. Et puis je dirais, pour finir, il faut nous souvenir que l'homme est capable de tout, hein, et donc du pire. Les Monsieur K ne sont pas des monstres, ce sont des hommes comme nous. Nous sommes tous porteurs de préjudices, nous sommes tous capables de turpitude. Le combat contre la barbarie, le racisme, l'exclusion sexuelle doit aussi être le nôtre, qu'ici et maintenant. Donc j'ai envie de dire que l'écriture, modestement, a été pour moi un moyen d'y travailler,
et de faire grandir mon humanité. Je disais, pour commencer tout à l'heure, que le texte avait peut-être commencé à trotter dans ma tête à l'occasion de cette fameuse exposition où j'ai découvert Lorette dans une posture qui me paraissait complètement épouvantable. Bon, j'ai envie de dire que ce texte, cette écriture m'a permis de me dire qu'il y avait certainement eu d'autres Lorettes qui avaient fait d'autres choix, ou d'autres hommes qui avaient fait d'autres choix, et que l'amour avait quand même pu fleurir sur le fumier de cette barbarie esclavagiste. Voilà. Merci de votre attention. J'ai une question. Oui. C'est l'île Bourbon, on l'a appelée pendant combien de temps? Elle est redevenue Bourbon. Alors. Parce que maintenant on l'appelle l'île de la Réunion. Oui, il y a Oui. longtemps. Oui. En combien de temps on l'a appelée l'île Bourbon? Ça s'est fait en 2 fois. Oui. Ça s'est fait à la Révolution en 1792 Et après la et ça a été À abandonné l'abolition. très vite à cause de Bonaparte, parce qu'elle a pris d'autres noms, dont le nom d'île Bonaparte. Et en 1848, définitivement, ça a été l'île de la Ruine. D'accord. Voilà, c'est les dates, c'est parfait. Bon. Alors, avant de vous céder la place, je voudrais simplement dire merci à Daniel donc, pour ce qu'il nous a dit de très précieux et de si bien dit. Alors, il a apporté à sa manière aujourd'hui sa part de colibri. Je cite son texte et nous le remercions pour cette part de colibri qu'il nous a donnée aujourd'hui. Et nous aussi, nous avons essayé, nous aussi, d'apporter notre petite part de colibri avec les lecteurs, avec le rouleur et le bob, avec vous tous, je crois, et nous sommes tous penchés un petit moment sur notre histoire. Maintenant, place à vos questions. Alors, une question. Est-ce que vous allez être sur YouTube ou pas? Non mais... Marie-Pierre, il y a une question pour toi. Alors. Après, c'est pas question comme une autre, hein. Je suis sûr qu'elle est mal de Saïd. Ah, oui. Oui, une question, s'il vous plaît. Quand M. Daniel Lorette, il parle dans son livre de godon. Est-ce que tout le monde connaît c'est quoi le godon? C'est le farfare, c'est pareil. Oui, c'est ça. Et c'est dérivé du mot créole, de grave mon godon, oui. C'est-à-dire mon vieux linge, quoi, pour que j'aille à l'habitation. Je ne connaissais pas. Je ne sais pas Comment vous avez dit Godouille. Je ne connais pas l'orthographe du créole, c'est ça le problème. C'est une vieillerie, quoi. Et l'expression, c'est quoi? Vous pouvez redire? Le godon, c'est la pièce. Oui, non, mais l'expression... Attrape mon godouille. Ah, bon, c'est comme si on nous disait attrape mon moresse. ah, d'accord. C'est ça que je connaissais pas. Et une autre chose aussi, monsieur Lorette, il parlait de monsieur Panon. Donc, c'est l'époux de madame Desbassins. Là. Oh, il y a eu plusieurs panons. Non, dernier, on connaissait madame Panon Desbassins. Dans les hauts de Saint-Paul, etc. Bonne ou mauvaise dans les histoires d'avant, c'est pas.